Et à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver de bon matin pour notre webinaire dédié au télétravail et notamment on va s'intéresser pour savoir comment le télétravail va bouleverser la vie en entreprise et le management parce que du coup on est persuadé qu'il va y avoir des bouleversements pas seulement pour les espaces de travail à proprement parler mais plus largement sur nos manières de travailler. Donc je suis Fabienne Broucaret, fondatrice d'un magazine en ligne qui s'appelle My Happy Job qui est dédié à la qualité de vie au travail et au bien-être au travail. Et avec moi, j'ai 3 intervenants et 3 intervenantes, du coup, pour parler avec vous de ce sujet. Donc, je vais déjà accueillir Hélène. Bonjour Hélène Compourcy. Bonjour, Vous êtes la bonjour à fondatrice, tous. vous êtes la fondatrice de Human Text. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que Human Text? Alors, HumanTech, c'est une entreprise qui va accompagner toutes les entreprises dans leur réflexion stratégique et opérationnelle, de telle sorte qu'elles puissent accélérer tout Mon dernier invité aujourd'hui. Bonjour Xavier de Masno. Bonjour. Vous êtes le fondateur de The Village et avec vous, on va s'intéresser vraiment aux nouvelles manières de travailler. Oui, alors les nouvelles manières de travailler, c'est bien évidemment le télétravail qui a été massivement mis sur le devant de la scène pendant 3 mois. Quel que soit l'endroit. Et puis, le développement du freelance, l'encamp qu'on a vu qui s'est accéléré avec la crise du Covid. Tout à fait. Bienvenue. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez utiliser le chat non seulement pour vous présenter, mais aussi pour nous poser des questions pendant tout le webinaire. Et pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, on va faire une demi-heure de débat, de questions-réponses. Et ensuite, on s'intéressera à vous, vos témoignages et à comment on peut vous aider aussi à changer les choses dans votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions et sinon à la fin de nos échanges. Et je vous invite à mettre le micro en off et la caméra en off parce que du coup, on va enregistrer. Donc, du coup, c'est plus pratique pour tout le monde. Alors, je vais commencer par une première question. On a été contraint et forcé pendant le confinement. Xavier, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà qu'est-ce que le télétravail? Parce que du coup, il y a peut-être des idées reçues qui persistent et le confinement a peut-être un petit peu aussi donné pas forcément une très bonne image du télétravail. Alors, sur le plan juridique, le télétravail, c'est un mode d'organisation du travail qui s'adresse aux salariés, qui permettent de travailler à distance du bureau de manière régulière avec des outils technologiques. C'est encadré par la loi, c'est dans le code du travail, ça ne s'improvise pas en général, enfin il vaut mieux pas, et c'est très rarement effectué tout le temps au domicile comme on l'a vu pendant le confinement. En général, en France, la moyenne, je crois, du télétravail, c'est 1,2 jours par semaine. Donc, Oui. c'est quand même pas une révolution. Ce qu'on a vu, et ce qu'on a abusivement assimilé à du télétravail, c'est le télétravail en confinement. C'est en mode dégradé, 5 jours sur 5, enfermé chez soi, parfois avec des petits-enfants. Donc, ça a été très difficile pour beaucoup de gens. Mais malgré ça, 40% des gens qui sont passés en télétravail au mois de mars n'avaient jamais télétravaillé. D'habitude, ça se fait sur la base du volontariat. Là, on a forcé tout le monde à le faire. Donc, malgré ces conditions dégradées, malgré le fait que 40% des gens n'avaient jamais pratiqué
Pour vous, en quoi le Covid et la crise du coronavirus a changé les choses? Est-ce qu'il y aura vraiment, selon vous, un avant et un après, je dirais, coronavirus en matière de télétravail, de travail à distance? Alors, nous, effectivement, on parle plus de nomadisme, parce qu'effectivement, pour rebondir sur ce que dit à l'instant Xavier, le nomadisme, de façon générale, ça intègre, indépendamment des éléments juridiques, mais ça intègre à la fois le home office, hein, c'est-à-dire vraiment le travail dans son lieu de vie, hein, ce qui est quand même assez, enfin, qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, en tout cas dans des proportions aussi importantes, évidemment. Mais le nomadisme intègre également le fait de pouvoir travailler dans les restaurants, dans les hôtels, dans les transports, voilà, dans les espaces bien sûr autres, hein, que sont les espaces de coworking notamment. Et donc, de façon générale, voilà, le nomadisme s'est profondément développé. Et il s'est profondément développé pas depuis le confinement, hein. Ce qui a vraiment chamboulé un peu la donne, c'est évidemment, on s'est tous retrouvés confinés à son domicile, à notre domicile, mais avant, depuis une dizaine d'années, on voyait déjà cette proportion de travail à distance hors du lieu de travail principal se développer dans des proportions très fortes. Et ça a eu une conséquence maintenant depuis une dizaine d'années sur les grands bâtiments, enfin sur les bâtiments tertiaires, sur les plus grands, c'est que ce qu'on appelle le taux d'occupation réel du bâtiment, comme neige au soleil. En moyenne, on avait un taux, je pense notamment dans les grandes métropoles et notamment particulièrement sur la région Île-de-France, d'environ 60%. C'est-à-dire un bâtiment qui peut accueillir 1000 personnes, eh bien, en accueillait entre 9h à 19h, 5 jours par semaine, 600. Ce taux-là, progressivement, depuis une dizaine d'années, il est en train de se réduire. Aujourd'hui, on est plutôt, dans tous nos diagnostics, on est plutôt autour de 40%, voire un peu moins, hein, voire 30, voire 20. Le nombre de mètres carrés disponibles, les grands open space totalement vides, c'était déjà assez fréquent. Le fait est qu'avec la crise, effectivement, et une envie relativement mesurée finalement des collaborateurs de revenir, en tout cas pour l'instant, au travail, il faut bien le dire, eh bien, tous les chefs d'entreprise et tous les managers se rendent bien compte qu'ils sont quand même massivement disponibles. Et donc, voilà, la crise n'a été de ce point de vue-là qu'un énorme accélérateur. Alors, de fait, l'accélération ou la transformation est tellement puissante qu'on peut se dire qu'effectivement, on ne fera pas quand même, on ne reviendra pas à l'étape initiale, celle qu'on connaissait en janvier-février encore. Hélène, pour vous, qu'est-ce que la crise va changer quand Philippe parle d'accélérateur? Pour vous, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la vie de l'entreprise et dans la vie des collaborateurs? Alors, c'est vrai que ça va apporter un bon nombre de changements, et Xavier et Philippe l'ont dit. C'est vrai qu'on a propulsé un certain nombre de collaborateurs en télétravail. Ça, s'était jamais vu. Alors, il y a deux grandes tendances qui sont apparues, parce que d'un côté, on a eu des collaborateurs qui n'étaient pas prêts, qui n'avaient jamais travaillé en télétravail, qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas outillés. Et de l'autre côté, avec les problématiques d'ailleurs qu'on connaît, hein, de garder des enfants, etc. Et de l'autre côté, on a ceux qui se sont révélés en télétravail. Et c'est vrai que c'est devenu une vraie opportunité. Alors, c'est vrai, et je partage complètement ce qu'a dit Philippe, on a passé une étape qui est vraiment, à mon sens, irréversible. Aujourd'hui, plus de 50% des travaux. On va voir bien évidemment apparaître des nouvelles formes d'organisation liées au télétravail. Donc, quelles sont ces nouvelles formes d'organisation? Qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes de formes aussi et d'organisation managériale? Est-ce que les modes traditionnels vont s'adapter? Je pense qu'il y a des révisions effectivement à faire. Et puis, quel outil, quelle technologie doit être mis en place? Et je rejoins ce qu'a dit Philippe sur les mètres carrés. Ça veut dire que du coup, comment on réfléchit l'aménagement du bâtiment, quel business model est associé à ça, et comment on commence à comprendre que le télétravail peut s'appliquer à une population de plus en plus grandissante, mais comme le dit Philippe, c'est régi par la loi, donc c'est ni un cadeau ni une obligation, mais une nouvelle mode d'organisation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ceux qui ont déjà développé le télétravail sur du plus long terme. Renault avait fait un essai il y a plusieurs années et il s'est rendu compte qu'au bout de 18 mois, le comportement des collaborateurs suivait la courbe de Gauss. Ce qui veut dire qu'à un moment, on avait une baisse de cette performance.
Personnellement, moi, je l'ai appliqué et j'ai travaillé sur des centres de relations clients déportés en télétravail il y a maintenant 11 ans. Et effectivement, au bout de 18 mois, 2 ans, on voit que la performance qui était bien supérieure à celle des centres de relations clients en étant en télétravail a commencé à baisser progressivement. Pendant le Covid, une autre expérience a eu lieu quand Decathlon a lancé cette recherche de masques pour travailler. Ils ont créé une équipe pluridisciplinaire et on voit qu'au bout de 17 jours, à partir du moment où ils sont arrivés au pic de leur performance, les liens ont commencé à se dilater. Donc, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas oublier quand on parle de télétravail que l'humain a besoin de sociabilité. Le tout remote, je pense que c'est un peu fantasmatique et qu'il va falloir quand même, malgré les technologies, peut-être trouver un lien entre les deux, c'est-à-dire, Xavier parlait d'un jour, 2 par semaine, c'est peut-être un mix des deux, en tout cas entre télétravail et présentiel, et que cette notion du télétravail, elle s'approche vraiment dans une organisation globale qui est à la fois holistique et écosystémique, en remettant le collaborateur au centre pour bien comprendre les besoins du collaborateur, partir des usages, redesigner autour de ça vraiment ce qui va être le bâtiment, comment on va décliner la qualité de vie au travail à travers cet écosystème et donc réfléchir sur un cahier des charges qui est centré à la fois centre de vie, hospitalité, en partant de ses usages, des attentes, mais aussi et surtout de l'écosystème. Et Xavier et Philippe, justement, quand Hélène nous donne des exemples que le tout télétravail n'est pas forcément la solution, quels seraient vos conseils pour les entreprises pour que les salariés aient vraiment envie de retourner au bureau et pour trouver un bon équilibre? Est-ce qu'il faut notamment, par exemple, s'inspirer des espaces de coworking pour peut-être aller au-delà du bureau et donner des services en plus aux salariés? Je te laisse répondre sur le coworking. Je réponds sur le reste, Philippe. Oui, non, mais Hélène a tout à fait raison de ce point de vue-là. Il y a un équilibre à trouver. Alors, l'équilibre, il est physiologique et individuel. Voilà, il y a quand même, voilà, on n'est pas que digital, on n'est pas que humain. Et donc, voilà, il faut trouver un équilibre à la fois individuel et puis collectif, l'ADN de l'entreprise. Nous, on travaille avec quelques entreprises, notamment anglo-saxonnes et notamment américaines. Et certaines d'entre elles sont passées au full remote. Donc, vraiment à 100%. Nous, du coup, on a essayé. Je vais vous dire que, bon, post-confinement, donc aujourd'hui, après 2 mois, donc mai-juin, où on est vraiment à 100%, pas de bureau, etc., nos collaborateurs sont un peu partout sur la région Île-de-France et en province. On a des demandes de collaborateurs qui nous disent, écoutez, on a besoin de se revoir, de se retrouver, etc. etc. Donc, ce besoin-là, il est aussi culturel, c'est vrai, dans nos cultures latines, mais voilà, il y a cet équilibre à trouver, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comment on trouve l'équilibre. Et là, il y a un nouveau rôle beaucoup plus important finalement qui doit être donné à l'immobilier tertiaire, en disant finalement, l'actif, le grand bâtiment, doit redevenir un lieu de destination. Les entreprises se sont horizontalisées, les collaborateurs votent avec leurs pieds, je me permets cette expression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'impose plus à un collaborateur de venir. Si le collaborateur peut ou veut travailler effectivement à distance, il peut beaucoup plus facilement le faire. Donc, si le lieu de travail principal, la maison commune, n'est pas accueillante, eh bien, il ne viendra pas. Et ça, on le voyait déjà avant le Covid, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, on le voit forcément beaucoup plus. Alors, comment faire pour qu'ils aient envie de revenir? Eh bien, il faut que la maison commune soit agréable. Il faut qu'elle soit efficiente. On n'y vient pas par hasard. C'est un lieu de travail. On a envie de travailler tous ensemble. On a envie de collaborer. Et donc, voilà, il faut vraiment que, quelque part, les éléments programmatiques, c'est-à-dire la composition du lieu, ce qui se passe au rez-de-chaussée, ce qui se passe dans les étages, les zones d'échange, de collaboration, etc., les zones plus privatives, plus calmes, etc., tout ça soit bien pensé. Une maison commune, ce n'est pas un fourre-tout. Donc, il y a vraiment une nouvelle programmation, et nous, c'est ce qu'on fait avec un certain nombre d'architectes sur de nouvelles opérations neuves. Il y a une nouvelle programmation, finalement, des différents usages à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est tous les services à apporter. Et c'est vrai que là, les collaborateurs ont vraiment des besoins extrêmement importants, notamment parmi les services qui permettent de ce qu'on appelle baisser la charge mentale des collaborateurs. Alors, baisser la charge mentale des collaborateurs, c'est quoi par exemple? Je donne un peu une caricature, mais ça marche aujourd'hui, il y a une très très forte demande de ce point de vue-là, c'est la réception des colis privés. En même temps, l'entreprise ne reçoit pratiquement plus de courriers,
ni de colis d'ailleurs, professionnels. Hein, on voit bien, là, c'est moins 30, moins 40% par an. Et de l'autre côté, vous avez vos collaborateurs qui ont fait des commandes plutôt personnelles et qui finalement, plutôt que d'avoir le week-end ou le soir besoin d'aller sur un relais de colis, etc., récupérer leur colis, eh bien, viennent le récupérer ou peuvent le récupérer à l'intérieur de leur espace de travail. Et donc, cette notion de… On vous règle finalement quelques problématiques, souvent des problématiques personnelles, et ça permet de baisser la charge mentale, donc quelque part de faire passer une meilleure journée aux collaborateurs. Ensuite, il y a d'autres services qui permettent d'apporter de l'agrément. Tout ce qui touche à la partie café, petite restauration, sport, détente, animation, ça, c'est devenu absolument incontournable. C'est-à-dire que ça permet de regrouper des équipes, de faire en sorte de leur faire passer vraiment des moments extrêmement agréables, conviviaux. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de retourner quelque part dans la maison commune, le lieu de travail principal, pour aller retrouver ses collègues, cette atmosphère qui va vous énergiser. La maison commune est un lieu qui doit devenir énergisant. Ça veut dire que la maison commune est beaucoup moins statutaire qu'elle ne l'était auparavant, hein, et beaucoup plus communautaire. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas uniquement des mots en l'air, hein, c'est aussi de la programmation, j'en parlais, de la programmation physique des lieux, c'est aussi des matériaux. Le choix des matériaux est en train de radicalement changer. Le choix des couleurs aussi est en train de radicalement changer. Le choix des services humains. Et enfin, le choix, l'intégration d'applications servicielles, d'applications digitales servicielles qui permettent vraiment de créer cette animation communautaire de façon la plus simple, la plus fluide possible. C'est faire des entreprises un véritable lieu de vie au-delà juste des bureaux et d'un ordinateur pour travailler. Absolument. Xavier? Moi, je voudrais d'abord revenir à ce que disait Hélène tout à l'heure. Il ne faut pas se faire peur non plus, hein. Personne ne parle de télétravail à 100%. Il y a eu une espèce de glissement entre le confinement et le télétravail. Je rappelle, le confinement, c'est une loi d'exception. C'est une loi qui autorise à forcer les gens à télétravailler chez eux, à les obliger à être enfermés chez eux. Heureusement, il n'y a pas de pandémie tout le temps, pour l'instant. Donc, les conditions normales, c'est ce que disait Hélène aussi tout à l'heure, c'est qu'on va probablement voir une augmentation de la demande de télétravail. La bonne nouvelle, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu l'étude du BCG et de la NDRH, 93% des DRH sont favorables à une extension du télétravail, ce qui est quand même très très nouveau, et c'est une bonne nouvelle. On a publié ce matin un compte-rendu de cette étude sur The Village, et on s'aperçoit que les répondants, hein, les 456 DRH qui ont répondu, ont parfaitement analysé les problèmes, les risques, les bénéfices et les conditions pour transformer le management. Hein, il y en a 93% également qui insistent sur les conséquences que ça va avoir sur leur organisation, sur leur entreprise, c'est-à-dire une transformation du management. On a toujours dit que les managers, et en particulier les managers intermédiaires, étaient hostiles au télétravail. C'était vrai et c'était faux. C'était vrai parce que quand ils ne connaissaient pas, ils avaient peur que ça supprime leurs fonctions. Et qu'est-ce qu'on a constaté, en particulier pendant le confinement? C'est le besoin de managers. Et les managers qui étaient formés, ou des managers qui étaient spontanément empathiques, qui étaient à l'écoute de leurs équipes, se sont très très bien comportés, malgré leur charge de travail, parce qu'ils étaient eux aussi, peut-être parents, ils étaient enfermés chez eux, ils étaient télétravailleurs également. Donc, je voudrais vous rassurer, on a beaucoup monté en épingle le cas de PSA. PSA, c'est un cas très très particulier. PSA n'a pas parlé de 100% télétravail, ils ont parlé de 3 jours et demi par semaine, ce qui est beaucoup, mais qui est dû à un cas particulier immobilier dont on ne va pas développer. Mais 3 jours et demi, c'est un demi-jour de plus que l'accord chez Orange. Hein, l'accord télétravail chez Orange, du groupe Orange, c'est 3 jours par semaine. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est bouleversée. Donc, il faut raison garder. Hein, je pense que la norme, ça va augmenter, le nombre de jours télétravaillés va augmenter, que le télétravail va passer dans les mœurs. Et je crois que le bon comportement à avoir, ce n'est pas de se dire comment est-ce qu'on fait revenir les gens au bureau, c'est comment rendre le bureau séduisant, et ça, Philippe y a répondu, et comment laisser de la liberté, de l'autonomie aux salariés. Parce que c'est quand même ça, la finalité du télétravail, leur opinion dans la décision de savoir où ils veulent travailler. Et c'est quand même eux qui sont les mieux placés pour savoir
s'ils sont dans un moment où ils ont besoin de se retrouver physiquement avec les collaborateurs, avec l'équipe, ou s'ils veulent s'isoler, s'ils veulent attendre le plombier pendant une journée, aller à un rendez-vous de dentiste, sans avoir besoin de poser une demi-journée de RTT ou de congé, ce qui est quand même le cas encore dans beaucoup d'entreprises. Donc, si on veut synthétiser et conclure, le télétravail ne va plus se passer qu'au bureau, c'est certain. Les espaces de coworking, les tiers-lieux apportent déjà de la flexibilité. Alors, certes, ils ont beaucoup souffert pendant la crise. Il y en a qui ont commencé à fermer. Les petits espaces sont souvent en équilibre financier très difficile, donc peu de trésorerie. Et donc, je pense qu'on va encore voir des disparitions, malheureusement. Le coworking est en train de muter. On le voit bien. Le mot coworking commence même à disparaître chez certains grands opérateurs. Il se reconfigure, mais qu'est-ce qui reste? Il reste ce besoin de flexibilité, une transformation du coworking en corporate, en mode corporate du coworking pour le rendre accessible aux entreprises. Il faut se souvenir que dans les débuts du coworking, ces espaces étaient surtout fréquentés par des freelances. Et qu'aujourd'hui, on voit massivement, et en particulier grâce à l'arrivée sur le marché de gros opérateurs qui ont transformé, qui ont développé une offre qui n'existait pas, qui est tout à fait complémentaire de celle des tiers-lieux. Donc aujourd'hui, on a une offre, on a de la technologie et on a une philosophie du management qui est en train de se transformer. Et je trouve que le total est très, très positif. Mmh. Hélène, on voit là le rôle du manager est clé. Quel impact ça va avoir sur le management? Alors, on parle beaucoup du management à l'ancienne avec le fameux présentéisme, le contrôle. Est-ce que la période qu'on vit actuellement va permettre de changer tout ça? Et quels seraient vos conseils pour les managers pour justement réussir à accompagner ces changements au sein de l'entreprise? Alors, c'est vrai que le télétravail bouscule les codes du management, en tout cas ceux utilisés en France. Euh, D'abord parce que quand on regarde ce qui se passe d'un point de vue contextuel, l'éloignement, ça engendre la liberté, hein, ça demande aussi de l'autonomie, une forme de responsabilité, d'autorégulation, d'auto-organisation. Et bien évidemment, tout ça se renforce avec un lien de confiance. La confiance est fondamentale. C'est vrai que lorsqu'on est en télétravail, on ne peut plus manager les collaborateurs sur notre habitude traditionnelle, qui est un management en France assez coercitif pour beaucoup, qui est de contrôler si on a bien respecté les process, mais on passe plutôt sur un management qui va être à la performance, hein, au résultat, ce qui veut dire que la posture du manager va être différente. On a besoin de changer de ce modèle-là, on a besoin de s'orienter vers un modèle qui va être plus vers du résultat. Pourquoi? Parce que ça fait naître la confiance, et la confiance est une source de motivation et d'engagement aussi des salariés. Donc, si j'avais un conseil à donner, je dirais que on doit faire évoluer notre management et la posture du manager pour tout d'abord dégager de la confiance, avoir une attitude beaucoup plus d'approche de coach que de contrôlant, hein, même si le terme n'est pas très positif, mais à distance, plus on contrôle, plus on va créer de la défiance et ça sera contre-productif. Et surtout, par cette posture, enlever ce côté d'incertitude qui est parfois intuitif chez nous, hein, et que l'on détecte pour pouvoir développer un contexte de coopération. Et je pense qu'il y a un vrai travail à préparer avec les RH sur la façon dont on développe, au-delà des compétences, les soft skills de nos managers pour accompagner en transversalité justement cette approche du télétravail. Et je rejoins complètement ce que vient de dire Xavier sur le sujet. Et en même temps de ça, je pense que c'est fondamental. Et d'un autre côté, de développer en parallèle une autre type d'approche qui va être beaucoup plus expérientielle lorsque les collaborateurs vont revenir sur le lieu de travail, parce que le lieu de travail doit devenir un lieu d'expérience. On se rend compte que plus on passe du temps sur un lieu de travail, plus l'expérience est positive, plus on a de performance et plus on a effectivement un bénéfice très positif pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Et ça, je dirais, c'est plutôt mon côté de professionnel de l'expérience client qui parle pour l'avoir utilisé.
Pour finir, avant qu'on passe aux questions-réponses, parce qu'il y a beaucoup de questions, du coup, en guise de conclusion, alors on n'a pas de boule de cristal pour vous prédire l'avenir dans 2 ans ou dans 5 ans, mais est-ce que chacun, vous pouvez nous dire un petit peu comment vous voyez les mois et les années à venir, et aussi, ce serait intéressant, quels sont les écueils à éviter, parce qu'on a notamment un témoignage qui nous dit que beaucoup d'entreprises souhaitent aussi revenir comme avant, et entre guillemets, on ferme la parenthèse du confinement de la crise et on retourne en février comme avant. Donc, un petit peu selon vous, quels seraient les scénarios possibles et qu'est-ce que les entreprises ont intérêt à faire ou à ne pas faire pour la suite? Moi, j'ai une idée, c'est qu'on ne sait pas. Donc, les scénarios ne servent à rien, sauf à enrichir les prospectivistes et à faire semblant de rassurer les dirigeants. Parce que de toute façon, on l'a bien vu avec le Covid, ce qui arrive n'était jamais prévu ou ne faisait pas partie des signaux faibles qu'on avait identifiés. Donc, quelle est la bonne attitude? Je crois, c'est d'être agile, de se préparer à tout. Et donc, les deux mots, ça serait pour les organisations, hein, c'est d'apprendre à être flexible et être agile, c'est-à-dire pouvoir réagir vite. Et ça se prépare, et c'est un état d'esprit auquel on se forme. Hein, il n'y a jamais de limite. Donc, essayer de ne pas vouloir se rassurer en essayant d'encadrer l'avenir, parce que de toute façon, l'avenir, il fera ce qu'il veut. Il ne nous obéira pas, il n'obéira pas au scénario qu'on a bâti. Alors, cela dit, il y a des choses qui sont certaines, qu'on voit déjà, parce qu'elles sont déjà engagées. Donc, certains observateurs les voient parce qu'ils ont l'habitude de les regarder. On voit bien que, je voyais dans les commentaires là, des petits échanges sur la transformation du bureau dans la continuité de ce qu'avait expliqué Philippe tout à l'heure. On voit bien que les codes du coworking ont pénétré l'entreprise depuis longtemps. Ça a été d'abord les espaces de coworking, hein, les pieds d'immeubles en coworking, et puis l'esprit communautaire du coworking. Il fonctionne, y compris dans des espaces très très corporels comme WeWork. WeWork a une communauté mondiale qui fonctionne. Et ça ne fait pas plaisir force au working, mais c'est la vérité. Ils ont bien compris que l'essentiel de ces espaces, c'était la communauté et le lien qu'on fabriquait. L'avantage du coworking sur le bureau, c'est qu'on se recrée un espace de travail, un environnement de travail choisi. Si vous regardez en gros la structure d'un open space moderne d'aujourd'hui et d'un coworking, c'est les mêmes, ce sont les mêmes. Même qualité, etc. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la manière dont on l'habite. Et qu'est-ce qui porte les gens? Quand vous travaillez dans un open space, vous vous dérangez les uns les autres. Quand vous travaillez dans un coworking, on a des codes, on se respecte, on s'isole pour téléphoner, etc. Et ça a pénétré les entreprises déjà. Le coût est parti, c'est déjà là. Deuxièmement, ça c'est pour les espaces. En ce qui concerne l'organisation du télétravail, le sondage sur les DRH a bien montré que les mentalités avaient déjà évolué. Ça ne s'est pas encore traduit dans les faits, mais je pense que le coût, on ne va plus l'arrêter non plus. Et troisièmement, l'envie de télétravail des salariés s'est traduit dans je ne sais pas combien de sondages qu'on a vus depuis 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, deuxième partie du confinement. Les gens ont envie de continuer à vivre de cette manière, avec plus d'autonomie, plus de flexibilité. Et je pense que c'est ce que disait Fabienne tout à l'heure, c'est ce que disait Hélène tout à l'heure, on va arriver à un mode raisonnable, avec une qualité d'espace, un mode médian, un télétravail assez raisonné, où chacun télétravaillera selon ses besoins, ses capacités et ses envies. Et je pense que personne ne choisira, ou très très peu de gens choisiront 100% en télétravail. Philippe ou Hélène, sur la suite, sur l'avenir? Hélène. J'y vais. Alors, je partage ce que vient de dire Xavier. C'est vrai que j'ai entendu aussi ce qui a été dit. C'est vrai que, alors, certaines personnes qui n'étaient pas convaincues par le télétravail l'ont été. Et puis, il y en a d'autres entreprises qui, effectivement, et ça je le confirme, veulent revenir à avant la période Covid et ne pas maintenir en ne faisant pas du télétravail une priorité. Je pense qu'aujourd'hui, on a passé une phase qui fait que le télétravail est une expérience irréversible. Ceux qui ont testé le télétravail en ont vu les bénéfices. L'équilibre entre les deux sera nécessaire. Pour moi, si j'avais un conseil à donner, je dirais que
on ne peut pas parler uniquement du télétravail. C'est-à-dire qu'il faut une approche globale dans l'entreprise, en partant des usages des collaborateurs, de l'expérience collaborateur, mais aussi de l'écosystème et de l'ADN de l'entreprise. À partir de là, je crois qu'il est nécessaire de designer quelle méthode de travail on veut avoir dans l'entreprise, quelle qualité de vie on veut offrir aux collaborateurs dans l'entreprise et du coup, quelle méthode de management et quel espace de travail. Et en faisant ça, je pense qu'il n'y a pas une règle, il n'y a pas un scénario, et je suis d'accord avec ce que dit Xavier, il y en a plusieurs, et ces scénarios ils sont différents parce qu'ils doivent s'adapter à l'ADN de l'entreprise. Donc, chaque entreprise doit créer son propre scénario, celui qui convient à ses collaborateurs, à son écosystème, à ses partenaires et à l'entreprise, et du coup d'y mettre en place l'ensemble des indicateurs qui leur permettront de piloter, de s'assurer qu'ils ne sont pas en dérive. Parce que le fait qu'un lien social se délite, on perd l'ADN de l'entreprise, etc., tout ça, ce sont des sujets qu'on doit surveiller. L'expérience qui est vécue par les collaborateurs et qui apporte un vrai bénéfice à l'entreprise en termes de profitabilité, hein, parce qu'ils sont plus performants, c'est aussi des critères qu'on mesure. Donc, je pense que c'est une approche globale du cahier des charges qui va permettre de travailler sous des angles différents qui vont du collaborateur, en passant par le manager, jusqu'à l'espace de travail pour accompagner effectivement ces nouveaux modes de travail qui soient plutôt mixtes et pas tout télétravail effectivement qui me paraissent pas vraiment possible à gérer ou en tout cas plus difficile si on veut garder une vraie entité, une vraie cohésion, une vraie communauté de l'entreprise. Et Philippe, sur demain ? Oui, Hélène insiste sur un point qui est, de mon point de vue, absolument essentiel, critique, incontournable. En fin de compte, on ne connaît pas l'avenir, et c'est ce que disait Xavier. Ou pas, on connaît quand même un certain nombre de choses. Et pour retrouver finalement le sens des choses et l'orientation qu'on doit donner, très spécifique d'ailleurs à chacun des collaborateurs et à chacune des entreprises, il faut travailler avec eux. Il faut redescendre au sens même premier du terme, aller voir tous les collaborateurs pour construire avec eux le futur cahier des charges de, globalement, des façons de travailler, de l'intégration de nouveaux modes de travail à l'intérieur de l'entreprise. Et ça nécessite, on l'a fait, nous on est opérateur d'espace donc tertiaire, on l'a fait avec un grand groupe, 3000 collaborateurs, on a fonctionné avec des tribus, chacun des collaborateurs, chacune des tribus, c'est vrai que entre les différents métiers, plus ou moins nomades, plus ou moins techniques, etc., on ne fait pas la même chose. On n'a pas les mêmes typologies d'usage, les mêmes aménagements, les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes horaires même, etc., etc. Il faut redescendre vraiment, aller travailler, ce n'est pas simplement une petite enquête, c'est vraiment travailler en profondeur à la définition du cahier des charges, des différentes typologies de modes de fonctionnement, d'usage que les collaborateurs vont souhaiter globalement dans leur formation commune. Une fois qu'on a fait ça, alors là, on peut redevenir agile et on construit, on reconstruit avec eux leur environnement. Ce qu'on s'aperçoit, ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on regroupe tous ces usages, d'une part, on consomme beaucoup moins de mètres carrés, globalement 25% de mètres carrés en moins. Et ça, c'est une masse monétaire qui permet d'investir dans la QVT, dans les nouveaux modes de travail, dans le nomadisme de façon générale. Et donc, si on fait des choses dans ce sens-là, effectivement, ben là, on retrouve finalement à la fois, c'est pour ça que les deux sont parfaitement liés, hein, faire des économies et mieux travailler ensemble, c'est parfaitement lié. Alors, je voudrais ajouter, Fabienne, oui, je voudrais juste ajouter une petite chose. Pour compléter justement ce qu'ont dit Hélène et Philippe, je voudrais citer un exemple concret. J'ai visité les nouveaux bureaux d'une filiale d'une banque, un immeuble de 3000 personnes, qui est complètement reconfiguré, 8 étages, pas open space, justement flex office, très grande qualité. Ils étaient accompagnés par les meilleurs cabinets, superbes matériaux, restaurants, tout. Vraiment le top de ce qu'on peut faire. Donc, vous avez 7 étages où tout le monde, premier arrivé, premier servi, hein, c'est les codes du flex office. Pas de bureau attribué, toutes les salles de réunion qu'il faut, tous les formats suivant l'organisation et les besoins de la journée. Il y a juste un petit truc, c'est que le 8e étage, c'est le bureau de la direction générale, tous les bureaux fermés, avec des bureaux pour chaque directeur. Donc, quel est le message qu'envoie la direction à tout le personnel? Et c'est exactement ce que disait Hélène tout à l'heure. Si ça n'est pas un projet d'entreprise, un projet global d'entreprise, ça va devenir artificiel. C'est de l'habillage immobilier d'un non-changement. On fait semblant de changer. C'est un peu comme dans les opérettes.
où on dit marchons, marchons en piétinant sur place. Là, c'est la même chose. C'est un faux changement. Et ce qu'attendent les salariés aujourd'hui, je pense qu'attendent les entreprises, c'est un véritable changement de fond et pas juste de la cosmétique. Et ça fait écho justement à une des premières questions qu'on a eues sur le flex office. Est-ce que ça peut être pour vous une des solutions justement dans les nouvelles manières de travailler? Où est-ce qu'on en est en France avec le flex office? Est-ce qu'il y a vraiment eu un boom ou est-ce que ça reste assez marginal? Je me colle à la réponse. En plus, je le voyais dans la liste des questions de chat, etc. Et notre conviction, c'est que Open Space, Flex Office, etc., sont des réponses immobilières à des questions qui ne sont pas immobilières, qui sont des questions organisationnelles, des questions de mode de travail, etc. etc. Alors, ce n'est pas pour ça que ce sont des mauvaises solutions, ce n'est pas ça, hein, mais simplement, on a trop vu, et ça rejoint ce que disait à l'instant Xavier, on a trop vu des entreprises apporter des réponses immobilières à des questions finalement de transformation ou d'organisation, et donc et en plus avec une volonté d'égalitarisme qui n'a pas de sens. Tout le monde n'a pas besoin exactement des mêmes choses à l'intérieur du bâtiment, des mêmes usages, et donc passer tout le monde au flex office, ça peut être totalement contre-productif. Il faut que ça s'accompagne d'un changement plus global et pas que seulement dans les espaces de travail, dans les manières de travailler. Vraiment, la définition avec chacune des équipes de la façon dont elles souhaitent travailler entre elles, avec les autres équipes ou les autres tribus, c'est fondamental. Et c'est là où vous voyez que finalement, vous comprenez les interactions entre les individus, les interactions entre les équipes, leurs besoins de poste ou de position de travail, d'atmosphère, de typologie d'espace, de taille, etc., etc. Quand vous faites ce travail-là, là, vous comprenez réellement comment tourne la boutique. Ouais. Ouais. Il y a une autre question sur, on l'avait évoqué en préparant ce débat, sur toutes les équipes ne peuvent pas, tous les métiers ne peuvent pas prétendre au télétravail. Du coup, comment gérer le sentiment d'injustice qui peut naître ou les frustrations qui peuvent naître du déséquilibre entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas au sein de la même entreprise? Tu veux répondre, Hélène ou... Bah, tu peux commencer, puis je compléterai si éventuellement j'ai à Je t'en prie. compléter. D'abord, moi, je m'inscris en faux contre cette idée de sentiment d'injustice. Enfin, ça peut être perçu, effectivement, et c'était le cas avec les 10 à 20% de la population active qui était au front hein, pendant la crise du coronavirus, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de travailler en présentiel. Hein. C'est eux qui ont fait tourner l'économie, on l'a assez dit, et la santé en particulier. Il ne s'agit pas d'une injustice, parce que en fait, le télétravail, ça n'est pas un droit, hein, ça n'est toujours pas un droit, contrairement à ce qu'on a dit. C'est un mode d'organisation qui se fait sur la base du volontariat, il n'est pas obligatoire, sauf en période de pandémie. Donc on est libre de le choisir ou pas de le choisir. Malheureusement, il y a des postes qui ne sont pas télétravaillables, et donc les gens ne peuvent pas accéder au télétravail. Ça n'a jamais été une récompense. Même s'il y a des entreprises un peu maladroites qui l'ont présenté comme des récompenses, c'est-à-dire si vous travaillez bien, vous aurez le droit de télétravailler. Ça s'est vu, c'est vrai, ça se voit encore de temps en temps. Moi, j'ai des témoignages là, qui nous reviennent de lecteurs. Une lettre circulaire du PDG d'un groupe en disant à la fin du confinement, voilà, le télétravail c'est fini, maintenant il faut s'occuper du travail. C'est-à-dire qu'il y a un petit reste de conception de ces nouvelles formes d'organisation qui fait que on ne serait pas vraiment dans un cadre de travail. Mais si, le télétravail, c'est du travail. Certaines personnes peuvent y accéder, d'autres pas. Et d'ailleurs, c'est important que le manager, dans ses équipes, il a des télétravailleurs, il a des non-télétravailleurs, qui les gère de la même manière, qui leur donne le même niveau d'information. Quand il organise des réunions, alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que tout le monde a acquis une certaine dextérité au maniement de Zoom et des outils de webconférence, mais qu'ils songent à ceux qui ne sont pas en présentiel pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte et loin du soleil, loin des lieux de décision, soit à l'inverse, qu'on oublie les non-télétravailleurs et que comme le manager est lui-même télétravailleur, qu'il oublie ses collaborateurs en présentiel. Donc, c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Il ne faut pas créer de polémique, d'autant plus que
On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 60% des emplois qui sont télétravaillables, c'est quand même beaucoup, et que dans les emplois non télétravaillables, on peut avoir des tâches qui sont télétravaillables. Une assistante sociale, qui est un métier de contact, une fois par semaine, elle a besoin d'écrire ses rapports et de s'isoler. Elle peut très bien être en télétravail chez elle. Un chef d'atelier qui est au milieu de l'usine peut très bien participer à la rédaction, à la partie technique de la rédaction de réponse à un appel d'offres, à un contrat, et donc a besoin de s'isoler aussi une partie du temps. Donc il ne faut pas être trop radical, et il ne faut surtout pas voir ça comme un avantage. Hélène, quelque chose à ajouter? Oui, juste pour compléter, je partage complètement ce qu'a dit Philippe parce que, alors, c'est pas un droit, hein, qui est octroyé, c'est pas un cadeau, c'est un mode d'organisation. Tout le monde ne peut pas y avoir droit. Ça peut effectivement faire naître des sentiments d'injustice. Pour partager très simplement une expérience, j'accompagne aujourd'hui une entreprise dans l'industrie, donc tout le monde ne peut pas être en télétravail. C'est pas possible. Mais par contre, on a commencé à ouvrir des réflexions sur les logiques de planification qui leur permettraient de ne pas être 5 jours sur 5 dans l'entreprise, mais d'adapter la planification aux enjeux, bien évidemment, de l'entreprise et de leur propre bien-être, de façon à optimiser la planification et trouver des scénarios différents qui permettent justement d'avoir une forme, en tout cas, d'intérêt au regard d'une logique globale d'organisation du travail. Parce que quand on parle là du télétravail, mais l'organisation globale du travail d'une entreprise englobe le télétravail et d'autres règles qui peuvent être mises en place en termes de planification des collaborateurs qui peut leur représenter un avantage, par exemple, d'être planifié 4 jours sur 5 ou tout simplement d'utiliser la modulation du temps de travail en fonction de l'activité. Donc, je pense qu'il y a des réflexions communes à avoir avec eux en fonction aussi de leurs attentes et puis des problématiques économiques aussi de l'entreprise. On a beaucoup parlé de l'équilibre à trouver entre le télétravail et le présentiel au bureau. Selon vous, on nous demande quelle est la place du dialogue social au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau des branches du secteur d'activité. Du coup, comment trouver ce fameux équilibre parce qu'il y a déjà eu des annonces, on pense à PSA, donc comment un petit peu trouver, est-ce que ça demande voilà, du temps, de la négociation, comment parvenir au fameux équilibre? Oui, ce qui est important dans la mise en place du télétravail, c'est qu'il y ait un consensus. Et c'est pour ça, c'est tout à fait, je rejoins ce que disait Hélène tout à l'heure, quand on parle de projet global, c'est ça. C'est pas un gadget bombardé par la DRH pour faire comme tout le monde ou pour faire plaisir au syndicat ou une demande du syndicat pour emmerder le patron. Non, c'est un projet collectif important et dans sa grande sagesse, le législateur a prévu justement que ça soit structuré. Et ça se prépare. Et pour le préparer, on fait souvent un pilote, c'est-à-dire qu'on a un groupe de volontaires sur lequel on teste un petit peu la mise en place du télétravail et qui font remonter tous les problèmes. Ouais. Les problèmes, ça peut être des choses, ça n'est que du détail d'ailleurs, la mise en place du télétravail. Une fois qu'on a pris en compte les deux principes sacrés, les deux totems du télétravail qui sont le volontariat et la réversibilité, c'est-à-dire si je ne suis pas content, je peux revenir dans l'entreprise. Je suis un salarié et je reste un salarié de plein droit. Voilà, et ce qui compte après, c'est de régler tous les détails. Les détails, ils sont informatiques, ils sont RH, ils sont médicaux, psychosociaux, ils sont très concrets, c'est-à-dire est-ce que j'ai un siège, un ordinateur pour travailler, est-ce que j'ai le droit d'être en mobilité, combien de jours je peux télétravailler, etc. etc. Et ça se règle collectivement. Quand on a des IRP, on le fait avec eux. Si on a une petite structure, on essaie de le faire avec ses salariés. Dans une PME, on essaie de le faire en concertation. Et ce projet global, il aboutit soit à un accord, soit à une charte, peu importe, hein, un document écrit qui résume les droits et les devoirs de chacun. Ça, c'est vraiment le minimum de la négociation. Ça ne se fait pas forcé en mode conflit unilatéralement. Ça ne marche pas. Si je peux compléter, Xavier, parce qu'effectivement, de façon concrète, souvent on nous pose la question, mais évidemment,
Bien sûr, ça va se passer avec les IRP, bien sûr, ça va se passer avec des collaborateurs, des managers, la direction. Mais concrètement, comment on peut aller un cran plus loin? Juste pour informer nos auditeurs ce matin, nous, on commence toujours par les IRP fondateurs, hein, parce qu'il faut les embarquer. Et ils ont maintenant à 99% envie d'être embarqués, envie de porter le projet. Très rapidement, et avec eux d'ailleurs, on embarque ce qu'on appelle alors, les collaborateurs et en priorité les différentes tribus des collaborateurs, hein, les différentes équipes, différentes typologies finalement de métiers à l'intérieur de ces grandes équipes. Et avec eux, au fur et à mesure, on va construire réellement ce que Xavier a appelé à l'instant version cahier des charges, version charte, mais la charte des usages, donc des différentes typologies d'usage, de matériel, on parlait de digitalisation tout à l'heure, bref, de façon très très détaillée, la totalité du cahier des charges programmatique finalement qui a été co-construit avec les collaborateurs. Et une fois qu'on a ça, d'abord on a une adhésion totale des IRP et des collaborateurs. Alors vous allez me dire, c'est un peu surprenant d'avoir à la fois besoin de travailler avec les IRP et à la fois besoin de travailler avec les collaborateurs. Oui, parce qu'il faut travailler avec tout le monde. Il faut embarquer tout le monde aujourd'hui. Et embarquer soit les IRP, soit uniquement une équipe projet, soit les collaborateurs en direct, crée des tensions inutiles. Aujourd'hui, c'est un projet collectif. Il faut adresser tout le monde. Sur les IRP, je voudrais juste ajouter quelque chose. On a vu un petit peu d'énervement il y a 15 jours, 3 semaines, d'énervement syndical, ou syndicaux plus exactement. Avec la réunion au MEDEF, la demande de syndicats qui voulaient renégocier le télétravail. Je pense que c'est un petit peu la guerre syndicale avec le MEDEF. En réalité, le télétravail est très très bien encadré par la loi. Il n'y a vraiment pas de problème. Il pourrait y avoir un petit problème, parce que vous savez peut-être que toute la philosophie de la législation sur le télétravail repose sur un accord européen, un accord syndical européen qui a été traduit en 2005 en droit français dans un accord national interprofessionnel, qui est la Bible du télétravail en France, et qui a évolué avec les lois Macron en 2017. Bref, je vous passe en vitesse dessus. Et aujourd'hui, il y a un petit problème parce que si on parle de généralisation du télétravail avec une démarche qui est celle dont vient de parler Philippe, on a des nouveaux besoins qui apparaissent, et en particulier des nouveaux besoins en équipement. Quand on télétravaille un jour par semaine chez soi, on fait ça sur la table de la cuisine, sur le canapé, c'est pas très grave. Si vous travaillez 2-3 jours par semaine, vous devez avoir un bon siège, un bon équipement, peut-être un ordinateur, peut-être une connexion plus sophistiquée, avec du matériel plus sophistiqué, un VPN, etc. Et donc là, on commence à parler d'investissement, et ça, c'était pas prévu par la loi, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc, oui, sur ce plan-là, il y a des besoins de négociation. Le reste, ça n'est que de la fumée, ça n'est que le théâtre du MEDEF et des syndicats, avec un petit lobbying de la CGT et de FO qui aimerait bien reprendre du pouvoir et revenir à une situation antérieure, ce qui n'est pas du tout le cas de la CFDT ou de la CFE-CGC, qui, eux, ont une très très bonne connaissance et une attitude plutôt positive autour de ces évolutions du travail, à condition qu'ils soient encadrés, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, évidemment. Et pour revenir aux services proposés dans les entreprises, pour animer la vie de bureau, on nous demandait dans un témoignage, est-ce que idéalement, il faut que ce soit fait au moment du projet de l'aménagement des espaces de travail? Mais du coup, j'aurais une question un peu sous-jacente qui est si je suis une PME et que je suis dans mes locaux depuis quelques années, je n'ai pas envie de déménager, comment faire pour réussir à animer aussi ma vie sans avoir forcément le budget d'un grand groupe ou d'avoir la tour à la Défense avec 8 étages? Comment je peux moi aussi animer ma vie de PME, je dirais, et quand tu en parlais tout à l'heure, Philippe, quels seraient tes conseils? C'est des choses, nous on est pragmatiques, hein, c'est des choses pleines de bon sens, c'est-à-dire d'une part, regardez quand même comment sont consommés finalement les espaces, hein. Parce que même à l'échelle d'une petite équipe, hein, répartie sur quelques centaines de mètres carrés à l'intérieur d'un bâtiment, on peut être surpris de voir finalement comment les équipes, les collaborateurs travaillent à l'intérieur de ces espaces. Donc déjà, avoir une lecture un petit peu plus, un petit peu plus large
un peu challenger de la façon dont finalement les espaces sont perçus et utilisés par les collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est comment on peut améliorer cette qualité d'usage, ou ces qualités d'usage au pluriel, pour les collaborateurs, leur apporter finalement déjà une efficience. Parce que la première demande, c'est l'efficience. J'ai juste envie de bien travailler quand je viens à la maison commune qui est mon espace de travail principal. Et donc, est-ce que cet espace-là est efficient? Et parfois, il y a quelques petites problématiques de bruit, de dysfonctionnement entre les différentes typologies d'espace, etc., etc. Donc, on améliore un petit peu tout ça. Et puis ensuite, on redonne. Et ça, c'est le socle. Parce que quand l'efficience n'est pas là, si vous voulez, ramener un peu d'hospitality management, de convivialité, si vous n'avez pas réglé les problèmes avant, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, entre guillemets, on règle les problèmes s'il y en a d'ailleurs. On améliore un petit peu les qualités d'usage à date. Et puis ensuite, on améliore, on redonne finalement à la fois un petit peu plus de chaleur humaine, de convivialité. On travaille beaucoup en ce moment sur les notions d'accueil. Et j'avais un chef d'entreprise d'une PME qui me disait, mais en fin de compte, déléguer à un externe l'accueil de mes visiteurs et de mes collaborateurs, c'est un non-sens. Quelle est la personne ou les personnes qui sont le plus en contact, qui redonnent tous les matins en disant, vous écoutez, vous allez passer une bonne journée. Cette personne-là, elle est fondamentale dans l'entreprise. Et c'est la première personne que vous allez voir au moment où vous passez le premier mètre carré, finalement, vous faites le premier pas à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur de votre maison commune. Donc, vous voyez, il y a des choses sur lesquelles, encore une fois, avec beaucoup de bon sens, on peut juste modifier quelques curseurs et dire, mais finalement, on a tout pour travailler ensemble. Et on avait, alors ce sera la dernière question pour libérer tout le monde à l'heure, à 10h, sur les managers. Est-ce que selon vous, je pense que vous n'aurez pas une question oui-non tranchée, enfin une réponse oui-non tranchée, mais est-ce que selon vous, les managers doivent avoir un bureau ou est-ce qu'il est important qu'ils soient mélangés à leur équipe? Donc, si ce n'est oui-non dans tous les cas de manière générale, en tout cas, quel serait votre avis par rapport à la posture du manager et au fait d'avoir un bureau individuel ou non? Ça dépend. Ah, Non, vas-y, Hélène. oui, c'est vrai que ça dépend, mais en même temps, je vais vous partager mon expérience, elle vaut ce qu'elle vaut. J'étais la directrice de la relation et de l'expérience qui en monde d'une licorne française qui s'appelle OVH. Et mon principe de fonctionnement, c'était qu'il n'y avait pas de bureau dédié, il n'y avait pas de bureau fermé. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé beaucoup avec mes managers et les équipes sur l'aménagement de l'espace. Je trouve que la proximité qu'on peut avoir avec son manager, elle est utile. Et pour autant, il y a des tâches, et je rejoins ce que dit Philippe, qui ne peuvent pas se faire au même endroit. Donc, on a aménagé l'espace par des petits changements pour y mettre des lieux que j'appellerais de living office. C'est des lieux qui représentaient les actes liés à un acte managérial ou un partage. Un exemple, on pouvait échanger sur un même endroit où on avait les postes de travail pour partager une information. Par contre, toutes les réunions en stand-up meeting étaient dans un endroit particulier, de façon à ce que la posture, elle soit d'égal à égal, les gens étant tous debout et échangeant avec des codes qui s'étaient fixés. Alors, par exemple, ils s'étaient pris une mascotte du style Yoda. Bon, c'est vrai que c'est des geeks. Donc, chaque fois, celui qui avait Yoda avait le droit de la parole et passait ensuite à son voisin pour pouvoir discuter, pas plus de 10 minutes, on débriefait de la journée pour aller de l'avant. D'autres endroits étaient des endroits assis, en position côte à côte pour débriefer, en position de coaching et non pas de face à face parce qu'on n'est pas dans des débriefs spécifiques. Donc, je pense que réfléchir, et je rejoins ce que dit Philippe, sur une logique de travail en collectif, mettre en place des logiques de référentiel qui sont propres à l'entreprise, avec des KPI associés, c'est-à-dire des choses sur le NPS pour ceux qui le connaissent, le Net Promoter Score, est-ce que je recommanderais l'entreprise, est-ce que je suis satisfait de travailler dans l'entreprise, ou ce qu'utilise Google, ce qui s'appelle les OKR, qui sont en fait les Objective Key Results, qui sont une façon de manager la performance, ou tout simplement le temps qu'on passe dans l'entreprise, pas spécialement à son poste de travail, mais à des lieux de convivialité qui permettent effectivement de développer d'autres types de créativité, et notamment quand on veut co-créer, innover, c'est fondamental. Je pense que tout ça, ça permet effectivement d'avoir un référentiel et ensuite de mettre en œuvre des scénarios d'approche qui conviennent ou non à l'entreprise, qu'on teste, qu'on réajuste, comme le disait Philippe. C'est vraiment des logiques, je dirais, d'approche que l'on met au fur et à mesure et qui permettent
de développer toute cette énergie et cette synergie dans l'entreprise et de créer un vrai bien-être au travail au service de la performance. Je voudrais juste ajouter en vitesse, je disais ça dépend tout à l'heure, parce que si vous regardez bien vos usages au bureau, dans une journée, ils changent. Il y a des moments où le manager il va travailler avec son équipe, peut-être pendant plusieurs jours, pendant un projet. Il peut très bien même se décentraliser avec son équipe dans un autre espace, dans un coworking, le temps de la mission, pour se mettre un petit peu à l'écart. On va avoir besoin de moments de réunion dans sa journée, de réunions peut-être à 2, à 3. On va avoir besoin des moments d'isolement pour travailler peut-être et se concentrer, être au calme. Et puis, on va avoir des moments où on va être ailleurs, en dehors de l'entreprise, en déplacement, chez soi, en télétravail. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le concept qu'il y a derrière. C'est la permanence du travail, quel que soit l'endroit. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de venir au bureau pour travailler, on le sait. Les attentes de bureau sont différentes, on le sait, hein, Philippe nous l'a bien expliqué tout à l'heure. Donc, tout est prêt et je pense que beaucoup d'entreprises sont déjà en train de travailler sur ces sujets-là, heureusement. Merci, ça fera une belle conclusion. Merci Hélène, merci Philippe, merci Avec Xavier. plaisir. Merci. Et on vous souhaite une Merci à très bonne tous. journée.